Chers auditeurs, bienvenue à nouveau sur Radio Courtoisie pour Le Monde Autrement, animé par Mériadec Raffray. Bonjour Mériadec. Bonjour Richard. Et nous avons le plaisir de recevoir le père Yannick Lallemand. Bonjour Monsieur L'aumônier, bienvenue sur Radio Courtoisie. Alors, je suis très heureux ce matin d'inaugurer un format un peu inhabituel de ce regard autrement sur le monde, sur l'actualité du monde, en recevant en direct de la maison du légionnaire d'Oriol dans le sud de la France, le père Yannick Lallemand. Bonjour mon père. Bonjour monsieur. Alors j'ai dit le père Yannick Lallemand, mais on peut vous appeler aussi, certains vous appellent le père Yannick, d'autres le padré, beaucoup de soldats vous appellent le padré, et si vous voulez bien, moi je vais dire mon père, comme ça je serai neutre dans cette conversation que nous allons avoir pendant une trentaine de minutes autour du livre que vous signez avec Frédéric Pons, un journaliste grand reporter, spécialiste des questions de défense bien connu de ceux qui suivent de temps en temps l'actualité de Radio Courtoisie, un livre qui s'intitule « Mémoire d'un aumônier militaire ». Je voudrais simplement, peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, parce que les Radio Courtoisie, bien sûr, ces sujets-là sont quand même souvent abordés, je voudrais simplement en quelques mots, avant d'entamer notre échange, résumer un peu votre parcours, un parcours de vie, un parcours aussi professionnel incroyable. Vous avez 88 ans et vous avez souhaité d'ailleurs coucher par écrit l'aventure de votre vie et je cite vos propres paroles que j'ai bien écoutées dans l'émission Enquête d'esprit du 26 janvier dernier sur l'antenne de CNews, vous avez dit: pour clamer ma reconnaissance aux soldats aux côtés desquels j'ai appris à m'élever, à être toujours un exemple pour mieux leur témoigner de la présence de Dieu à travers mon humble personne. Je crois que cette simple phrase résume une partie de votre personnalité, mon père. Je le disais, ce livre paru aux éditions Taillandier, qui est d'une grande qualité, que je recommande vivement à tous nos auditeurs, au moins à 2 titres, mais il y en a d'autres, j'en ai choisi 2. Bien sûr, le premier, je le disais, pour connaître la vie et comprendre les motivations d'un aumônier militaire à travers votre parcours, votre figure, mon père, mais aussi, et c'est ça que je vais retenir ce matin pour notre échange, pour découvrir, à travers votre témoignage, les missions qui incombèrent à nos armées après la guerre d'Algérie, dans cette période après la guerre d'Algérie, et disons après l'engagement des Français en Afghanistan, 1970-2018, puisque c'est la période au cours de laquelle vous avez exercé une mission d'aumônier militaire, avec quelques parenthèses d'ailleurs sur laquelle on va revenir. 2018, année où vous décidez de prendre votre retraite de l'armée à l'âge de 80 ans. Voilà, c'est toujours une anecdote savoureuse quand certains parlent aujourd'hui de retraite anticipée. Parmi les temps forts de votre sacerdoce, mon père, dans cette institution militaire, vous avez vécu, j'ai retenu quelques temps forts, le saut des parachutistes du 2e régiment étranger de parachutistes en 1978 sur Kolwezi, au Congo. Avant, vous aviez également vécu l'attentat du Drakkar le 23 octobre 1983 au Liban, qui causa la mort de 58 parachutistes, ou encore, dans le désordre chronologique, l'opération Épervier au Tchad en 1986, où la France s'engageait aux côtés du leader de l'époque du Tchad, Hissène Habré, pour stopper les troupes de Kadhafi qui déboulaient depuis le nord. Au fil de votre témoignage, mon père, ce qui moi en particulier m'a frappé, c'est ressortent le monde et les soubresauts de la géopolitique. Ce monde et ces soubresauts qui s'esquissent autrement, pour reprendre le titre de l'émission, c'est-à-dire avec votre regard, le regard bienveillant du prêtre et celui évidemment aussi du padré des soldats expérimentés. C'est cet aspect de votre livre, mon père, que je souhaiterais que nous développions ensemble, en commençant, si vous le voulez bien avec moi, par le Tchad. Pourquoi ? Parce que le 30 janvier dernier, il y a quelques jours, la France quittait officiellement et définitivement le Tchad après une soixantaine d'années de présence quasiment continue. Et première question, mon père, êtes-vous surpris par la façon dont la France a quitté le Tchad après l'avoir été successivement ces derniers mois de nombreux pays du Sahel où elle était historiquement présente? Qu'en pensez-vous, mon père ? Ben, d'abord, je suis très triste parce que j'ai laissé quand même un grand nombre d'amis
et de chrétiens, de catholiques, et j'en ai baptisé quand même un bon nombre, et je les laisse un petit peu dans le désert, dans ce pays où les uns et les autres, quand il y avait l'armée française, se sentaient quand même un petit peu en sécurité, parce qu'ils voyaient tous ces militaires parcourir le désert et assurer justement par toutes ces sorties sur le terrain, à assurer la sécurité du pays du nord au sud et de l'est à l'ouest. Parce que, en Alors, fait, pardon, oui, je vous coupe, mais peut-être une précision importante, c'est que vous avez mis vos Rangers pour la première fois au Tchad avec l'armée française, mais vous y avez ensuite officié pendant une dizaine d'années, je crois, comme missionnaire, mon père. Racontez-nous cette période. j'ai fait deux opérations, l'opération Manta et l'opération Épervier. J'étais le premier aumônier à servir dans cette deuxième opération Épervier. Alors, pour Manta, cette opération, nous parcourions tout le désert avec les uns et les autres et nous avons rencontré des Tchadiens, des militaires tchadiens à un moment donné et ils ont aperçu ma croix, que j'étais donc le prêtre, le aumônier. Et à ce moment-là, il y a un petit groupe qui a dit, mais mon père, nous avons depuis 10 ans été sevrés de notre vie spirituelle. Nous n'avons pas vu de prêtre. Nous avons faim de Dieu. Nous avons soif de la parole de Dieu. Nous voudrions nous confesser, avoir la messe, la catéchèse. Beaucoup attendent pour être baptisés. Qu'est-ce que l'on peut faire? Est-ce que vous pouvez nous aider? Alors, bien sûr, à ce cri, cet appel, aussitôt dans ma tête une phrase de l'Évangile, celui qui veut me suivre doit savoir tout quitter, parents, amis, pays, pour aller là où l'Esprit Saint va le conduire. Et c'est là que vous décidez, mon père, de remiser temporairement votre uniforme pour réévangéliser, pour aller au-delà, au-devant de ces hommes qui avaient faim de la communion, dites-vous dans votre livre? Tout à fait. Mais avant de prendre ma retraite civile pour pouvoir partir là-bas, il a fallu que je fasse quand même d'autres opérations et en particulier, je suis parti en Calédonie avec 400 parachutistes de Carcassonne. C'était en 85 quand les premiers troubles commençaient là-bas. Donc, avant de pouvoir prendre ma retraite, j'ai continué de servir pendant 2 ans et de préparer mon départ pour le Tchad avec bien sûr l'accord de l'évêque président de la conférence épiscopale qui était un Djamena et qui était responsable donc de toute l'évangélisation. C'était un jésuite, Monseigneur Vandam. Ces jésuites qui servaient dans le pays depuis des dizaines d'années et qui rappelaient que lorsqu'ils sont arrivés, eh bien, l'évangélisation commençait juste à partir du Centrafrique, donc du sud du Tchad. Et là, Et, oui, pardon. oui, et Monseigneur Vandam, bien sûr, a été d'accord pour que je vienne servir au Tchad. Et donc, 2 ans après, eh bien, j'arrivais et il me confiait toute la partie nord du Tchad, désertique.
parce qu'il savait je vous coupe, mon père. Je vous coupe pour Oui. juste une précision pour nos auditeurs. Vous avez servi dans le Grand Nord tchadien. C'est un endroit absolument d'une beauté absolument incroyable. J'ai eu la chance de le survoler en avion et de faire un stop notamment à Faya-Largeau, cette oasis que les Français ont civilisée. C'est un instant incroyable. Et vous l'avez sillonné pendant 10 ans avec un conducteur, une Jeep, en mangeant, quand vous aviez le temps, quelque chose, finalement à l'image du père de Foucault, avec les moyens modernes. Vous avez sillonné, vous racontez dans votre livre que même un jour, vous alliez fêter Noël à Bardaï, qui est une petite bourgade dans le nord, et le jour de Noël, vous êtes parmi les chrétiens de cette bourgade perdue, et une de vos plus belles soirées de vos rencontres, c'est que un homme vous apporte un présent, c'est celui du colonel de Faya-Largeau, qui est un seigneur musulman du désert, pour reprendre votre expression, et qui a tenu à vous honorer d'un présent, lui qui était musulman, parce qu'il était admiratif du travail que vous faisiez, mon père. Alors, je ne sais pas s'il était admiratif, toujours est-il, quand il savait que j'allais dans la direction de Bardaï, dans le Tibesti, il me donnait 3 de ses soldats pour me protéger et il me sortait une boule de dattes bien pressée. C'est la nourriture des caravanes. Et il a goûté pour bien me montrer que ce n'était pas empoisonné. Et je suis donc parti là-bas. Et au moment de Noël, ça a été un de mes grands cadeaux. Une femme est arrivée, comme vous l'avez souligné là tout à l'heure, là, et elle m'a apporté un petit colis en carton, un peu froissé, avec une vieille ficelle. Et je l'ai ouvert parce que mes chrétiens me pressaient, ils voulaient voir pourquoi j'avais ce cadeau. Et dans cette boîte, il y avait 2 petits paquets de biscuits à la cuillère que autrefois l'on prenait avec le champagne. Là, c'était des petits biscuits tout simples avec un mot: je suis tellement honoré que tu sois venu fêter avec tes amis dans mon village où je suis né. Vous imaginez ma joie d'avoir reçu ce cadeau magnifique par sa simplicité, mais surtout quand je pensais qu'entre Faya-Largeau et Bardaï, il y avait quelques 500 kilomètres. Comment est-il arrivé ce colis? Je n'ai pas pu le demander à la main qui me l'offrait. Mon père, cette anecdote résume toute la partie du livre que vraiment je conseille vivement à nos auditeurs sur votre aventure spirituelle au service de ces peuples perdus du nord du Tchad que vous racontez. C'est absolument fascinant, incroyable, mais incroyable, oui, c'est vrai en fait. Mais mon père, ce que je voudrais passer à un autre pays de ce vaste continent africain avec lequel vous avez une histoire toute particulière, une histoire familiale, mon père. En fait, je voudrais parler de l'Algérie. Vous avez un frère, votre frère aîné Guy, qui était sous-lieutenant au 1er régiment de chasseurs parachutistes, qui a été tué à la tête de sa section dans les Aurès en 1956. Votre papa Adolphe, officier de carrière, qui va y commander le 22e régiment d'infanterie, à la demande, précisez-vous dans votre livre, du général Salan, une figure bien connue des auditeurs de Radio Courtoisie, et qui sera arrêté plus tard en France pour ses idées Algérie française. Ce n'est pas terminé avec cette histoire familiale et l'Algérie. Votre frère, votre autre frère, mon père, Jacques, sous-lieutenant, participera lui aussi à un épisode douloureux de cette Algérie française, le putsch des généraux. Il sera arrêté peu de temps, puis libéré. Et il prendra sur lui, après, de rapatrier notamment une 50aine de harkis et de familles de harkis jusqu'à Saint-Cassien, votre fief familial dans la Vienne, où vous racontez comment votre maman s'occupe d'eux comme elle le peut, puisque votre papa n'est plus libre. Et vous-même, pour en terminer avec cette histoire raccourcie familiale et l'Algérie, vous découvrez l'armée en 1958 en effectuant votre service national à l'école des officiers de réserve de Cherchelt, école réputée, d'où vous sortez pour rallier le régiment de votre père qu'il venait de quitter et où vous êtes affecté à la tête d'un commando de chasse où vous gagnerez
une médaille militaire et des citations qui évidemment seront importantes quand vous arriverez comme aumônier militaire ensuite au sein des unités. Quel regard, mon père, portez-vous aujourd'hui sur le nouveau pataquès des relations franco-algériennes? Que cela vous inspire-t-il, mon père? Et là encore, je suis très triste, hein, mais beaucoup de larmes quand même dans ce pays. Mon frère aîné, comme vous l'avez souligné, et quand je faisais l'école de Cherchel, j'avais dit à mon père, euh, puisque c'est vous qui allez faire mon affectation, mais mettez-moi dans un petit coin un peu tranquille, je suis religieux, que je puisse continuer ma vie spirituelle, simplement, tout en défendant les valeurs que j'ai à défendre à l'époque. Et bien sûr, quand je suis arrivé dans le régiment, mon père m'avait mis dans le commando le plus aguerri avec un commandant d'unité extraordinaire qui avait fait l'Indochine et qui était un vrai combattant. Donc, mon père ne voulait pas qu'un de ses fils soit Planqué. dans un coin perdu. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai perdu ce capitaine qui a été tué dans une embuscade. J'ai perdu celui qui l'a remplacé. J'ai perdu un sous-lieutenant qui dormait à côté de moi. Donc, un jour, bien, on est rentré d'opération. Le lit était vide parce qu'il venait d'être tué. J'ai perdu quelques hommes, bien sûr. J'étais chef de section, hein, pas au niveau commandant d'unité, qui est une énorme responsabilité. Et moi, mon niveau, c'était chef de section, une trentaine de harkis et de soldats français. Tous étaient français d'ailleurs à cette époque. Et oui. Avant de quitter l'Algérie, j'ai le souvenir, là encore, que j'ai jamais pu oublier, un de mes harkis qui s'était rallié, qui m'a dit, mais mon lieutenant, tu ne vas pas nous abandonner. Et cette petite phrase, elle m'est restée, je l'ai toujours dans le cœur, et j'avoue que je n'ai pas eu le courage, moi, qu'a eu mon frère de ramener ses harkis chez moi. Il a profité, bien sûr, de ma présence au séminaire de Poitiers que j'ai quitté pour louer un bus et aller chercher par le premier bateau des rapatriés ces harkis et leurs familles dont ma mère s'est occupée puisque j'avais deux frères qui étaient dans la propriété et qui étaient partis pour cause à l'époque. Voilà. Donc c'est toujours c'est toujours une page et une terre qui est présente dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, mon père, toujours au bout de toutes ces années? Eh bien oui, puis surtout quand je sais tout ce qui s'est passé après notre départ d'Algérie, tous ces harkis, tous ces Européens. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Les historiens feront, j'espère, avec honnêteté, leur travail. Mais je suis très triste de savoir que tout ce qui a pu être fait pour ce pays, eh bien, nous en arrivons à l'heure actuelle à un dialogue qui ne se comprend plus et c'est quand même très dommageable. Si proches les uns des autres, toujours la violence et puis des choses qu'on ne peut pas admettre dans notre pays. Bon, ça, c'est les politiques qui prennent ça en main. Mais j'avoue que je suis très triste qu'on ne puisse pas arriver à nous entendre depuis tant d'années où l'Algérie, eh bien, a été quand même façonnée par la France. Et s'il y a tant d'hôpitaux à l'heure actuelle, de routes, d'autoroutes, depuis de gaz, de pétrole, mais c'est quand même la France qui a essayé de donner à ce pays toutes les richesses avec lesquelles le Créateur l'avait préparé. Merci, mon père, de rappeler quelques
quelques éléments factuels qui ont tendance à avoir été oubliés dans le discours ambiant. Mon père, je reviens, vous évoquiez la litanie de vos proches ou de vos subordonnés ou de vos chefs qui sont tombés au champ d'honneur en Algérie. Mon père, dans votre livre, vous dites quelque part, vous écrivez quelque part, vous dites vous n'aviez pas la vocation au martyr comme le père de Foucault, mais on note, et vous le dites je crois aussi, moi j'ai noté, mais tous ceux qui lisent votre livre ne peuvent être que interloqués par cela, c'est que votre service aurait été beaucoup marqué par la mort autour de vous, par le sang versé des soldats français, et en particulier sur cette terre africaine dont la France est aujourd'hui évincée de manière pas surprenante pour ceux qui suivent les dossiers, de manière, comment dirais-je, humiliante. Il y a une autre partie, ou en tout cas une annexe de cette terre africaine, c'était le Liban, où le sang français a beaucoup coulé. Mon père, le 23 octobre 1983, vous arrivez, vous êtes à la résidence des Pins, l'endroit où réside notre ambassadeur de France à Beyrouth. Vous racontez comment le général, je crois, Khan, reçoit un coup de téléphone ou une émission radio, il se lève de sa chaise, il rentre dans votre bureau et sans explication, il vous prend par la manche et il vous dit « L'Allemand, venez avec moi ». Vous sautez dans une Jeep et vous arrivez quelques minutes plus tard au pied du fameux immeuble Le Drakkar où étaient en poste un certain nombre une ou deux compagnies, vous préciserez, du 1er RCP, régiment parachutiste de chasseurs parachutistes, et l'immeuble s'est littéralement plié, effondré sur lui-même. Il y a eu une explosion et plusieurs dizaines de parachutistes sont pris au piège des décombres. Et à partir de là, mon père, vous allez participer pendant plusieurs jours dans la poussière, en ne dormant que quelques heures par-ci, par-là, à la recherche de tous ces survivants, de tous ces fils, de tous vos enfants, dites-vous. Vous dites, le Liban est votre croix, car vous aviez convaincu et poussé beaucoup de ces jeunes paras à s'engager pour apporter de l'aide aux Libanais, en proie à l'époque à la terrible guerre civile et confessionnelle. J'imagine aussi, mon père, que c'est toujours une croix que vous portez profondément dans votre cœur aujourd'hui? Forcément, on ne peut pas oublier toute cette jeunesse qui venait servir la France. Ils n'étaient pas forcés pour la plupart de faire leur service. Vous savez bien que chacun pouvait se débrouiller et dire oh ben moi je ne suis pas en état de santé pour faire le service. Mais ces jeunes, ils étaient doublement volontaires, faire leur service, vraiment servir la France. Et un deuxième volontariat, c'est d'être parachutiste. Il faut être un peu fou quand même de se lancer dans le vide volontairement. Eh bien, ces jeunes, quelle belle jeunesse française qui était venue servir le Liban à travers ce beau régiment, le premier régiment de chasseurs parachutistes, qui était celui de mon frère qui a été tué en Algérie. Vous racontez aussi que ces jeunes que vous avez tenté de sauver avec tous les autres, bien sûr, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à plus soif, vous en aviez baptisé certains, hein, et vous dites que votre douleur, c'est de les avoir vus fauchés par un ennemi invisible, sournois, et vous ajoutez être victime de l'impuissance de la France, déjà, mon père, en 1983. Mais nous n'étions pas du tout préparés à ce genre de guerre. Nous étions préparés à une guerre classique, mais l'ennemi, là, au Liban, nous ne l'avons jamais vu. C'était toujours une désinformation continuelle, ULM piégé sur tel poste, égouts vont exploser à tel endroit. Une Mercedes bleue, tel numéro d'immatriculation, tire de RGCP, tire de lance-roquettes. Continuellement une désinformation, mais nous ne voyons pas l'ennemi. Et ce sont ces deux explosions un dimanche matin. Je préparais mon homélie, effectivement, à la résidence des Pins, qui était là où se trouvait l'état-major de
la force française. Je préparais mon homélie pour aller dans un poste comme je le faisais chaque dimanche. J'étais dans une tente, comme la plupart des sous-officiers qui travaillaient pour l'état-major, et nous avons entendu deux explosions. Moi, je ne voyais rien. Et à la deuxième explosion, ce que vous avez dit, le général vient dans ma guitoune et venez, Drakkar n'est plus, me dit le général. Et quand nous arrivons, il y a encore quelques flamèches et puis tout le bâtiment de 8 étages, le bâtiment entier, ce n'est qu'un tas de béton, de plaques, une odeur aussi abominable. Il n'y a plus rien. Et un énorme silence. Et lui, comme moi, c'est la croix qui vient se graver dans nos cœurs, car nous savons que dans ce bâtiment, il y avait une compagnie, 140 hommes. Heureusement, une section montait la garde à l'état-major, justement, français. Une petite équipe était partie chercher les croissants du dimanche. Mais vous imaginez quand ils sont revenus les uns et les autres, qu'ils ont vu ce tas de béton qui avait enfoui leurs camarades. Vous imaginez le choc et il a fallu très rapidement qu'on puisse les écarter parce que c'était des heures terribles qu'ils allaient vivre. Et alors aussitôt, nous avons entendu les premiers cris. Et moi, je savais que la seule voix qu'ils connaissaient, c'était la mienne, parce que j'étais leur aumônier, parce que c'est moi qui était le prêtre dans l'avion au moment où ils se font breveter, quand ils font leur 6 sauts en parachute pour recevoir leur brevet, pour entrer dans la grande famille des parachutistes, ils doivent, ils savent qu'il y a l'aumônier avec eux, qui est bien plus âgé qu'eux, mais qui fait exactement la même chose qu'eux. Mon père, je vais. Le saut de nuit. Oui, votre témoignage est absolument passionnant, bouleversant. Il nous reste 2 minutes, donc nous allons devoir conclure. Mais mon père, une question un peu pour ouvrir notre réflexion. Souvent, quand on s'intéresse aux questions militaires, des soldats continuent à mourir au Liban. Il y a quelques mois, une jeune femme est décédée en service. Les familles des soldats aujourd'hui qui s'engagent volontairement, souvent, quand on les connaît, elles posent la question suivante. Pour qui, pourquoi ces soldats sont-ils morts, vont-ils mourir? Qu'est-ce que vous répondez à cette question, mon père, aux familles des soldats qui, j'imagine, vous ont déjà posé cette question, et ce sera votre mot de la fin? Oui, c'est continuel. Mais je prends aussi une parole de mon père qui disait « Jamais nous n'aurions assez d'une vie pour remercier la France de tout ce que nous avons reçu, comme culture, patrimoine, les moines, la fille aînée de l'Église, toutes ces cathédrales, toutes ces églises dans chaque petit village. » Justement, un légionnaire faisait une marche képi blanc dans mon pays, le Poitou, et à l'arrivée, il disait « Mais c'est incroyable, dans le moindre petit village, vous avez des églises. » Alors je dis, mon frère et tous ceux qui sont morts un peu partout, les familles, on se réunit une fois par an. On passe 2 jours ensemble avec les familles. Et à l'heure actuelle, bien sûr, les familles diminuent à cause de l'âge, parce que certains sont décédés. Merci beaucoup pour votre témoignage, mon père. Je suis obligé de conclure. Voilà, je voudrais vous remercier à nouveau infiniment de nous avoir témoigné à l'antenne. Je rappelle, vous publiez donc Padré, mémoire d'un aumônier militaire, avec le concours de Frédéric Pons aux éditions Taillandier. C'est un livre qui se dévore, c'est un livre de vie, c'est un livre de réflexion, c'est un livre spirituel. Merci beaucoup, mon père.
Merci beaucoup, monsieur Lemonnier. Merci monsieur, mille fois, merci. Mériadec.